Bonjour les cinquièmes, nous allons aujourd'hui travailler sur les explications qui correspondent finalement au travail que vous avez fait hier sur les différentes fiches et sur les différentes activités. Alors aujourd'hui on va travailler dans un premier temps sur les seigneurs, les chevaliers, les comtes, les ducs, les princes et bien entendu le roi quand il y en a un. Alors quand on parle des seigneurs, généralement on pense aux chevaliers, tel que vous l'avez étudié en français. Si on pense à chevalier, on pense tout de suite au petit personnage que je suis en train de vous montrer tout de suite. On imagine un personnage harnaché sur un cheval. Oui, je sais, il ressemble à une licorne, mais c'est pas grave, on s'emballe pas. On a un personnage avec une lourde armure et extrêmement bien entraîné et surtout bien offensif. Alors ça correspond souvent à un mythe. On va essayer aujourd'hui un petit peu d'expliquer la réalité des faits. Un chevalier, finalement, si je dois décortiquer sa réalité, il ressemblera plutôt à ça. Le chevalier, c'est un seigneur, il faut qu'il soit noble, et le fait qu'il soit noble se représente par l'une de ses armes emblématiques, l'épée. Alors contrairement au mythe, les épées sont plutôt légères, sinon c'est extrêmement compliqué de les manœuvrer, et il est capable d'utiliser un certain nombre d'autres armes, telles que la hache, l'étoile du matin ou la Morning Star, donc c'est finalement une grande boule avec une chaîne, c'est compliqué à manœuvrer, c'est moins pratique que l'épée. Tout seigneur qui se mérite sait aussi utiliser une arbalète ou un arc, selon la région dont il vient, et ce qu'on aurait pu avoir sur le premier chevalier, la lance, qui est à usage unique, puisqu'elle casse à chaque fois qu'on entre au choc. Ce chevalier, il est armuré, soit par une grosse côte de maille à la fin de la période. Alors cette côte de maille, elle est pratique, elle va encaisser les dégâts posés par la lame, parfois par la pointe de la lame, et ça atténue un petit peu les chocs. C'est lourd, c'est difficile à entretenir, mais globalement c'est encore à peu près portable. Un chevalier peut aussi porter une armure de cuir. Ça vous protège pas énormément, mais au moins c'est léger et confortable. Ici, ce que vous avez sur ce document-là, ça va être finalement la véritable cuirasse. Alors la cuirasse, elle pèse très très lourd, elle arrive vraiment à la toute fin de la chevalerie, et on la porte peu, parce que tout simplement, c'est vraiment trop lourd. Un chevalier a besoin d'être hissé sur son cheval pour pouvoir y accéder, et quand il tombe, il est bloqué au sol. C'est la même chose pour le casque du chevalier. Nous, on est habitué à voir le heaume. Réellement, le heaume, on ne voit pas grand-chose. Donc, les chevaliers vont plutôt préférer, pendant longtemps, des casques avec une nasale qui permet d'éviter qu'on se fasse couper le nez, ou tout simplement un casque qui permet de vous protéger la tête des coups qui pourraient venir de plus haut. Les protections les plus lourdes qu'on puisse avoir, donc le heaume et la fameuse cuirasse. Ça protège bien des coups de choc, ça protège bien des coups finalement de taille, de pointe, ce qu'on appelle les stocks. Et vous allez me dire, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'ils ne portent pas ça, même si c'est lourd? Tout simplement parce que, comme on est secoué à l'intérieur, ça peut provoquer des dégâts internes, ce qu'on appellera des hémorragies. En gros, le principe, c'est vous prenez un œuf, vous prenez la cocotte minute des parents, vous mettez l'œuf dans la cocotte minute, vous tapez sur la cocotte minute, vous ouvrez, il ne se passe rien. Par contre, dans ce genre de cuirasse, vous prenez à nouveau l'œuf et la cocotte minute, vous secouez la cocotte minute, et là vous voyez l'état de l'œuf, à mon avis l'omelette va être assez rapide. Dernier élément du chevalier, dans son équipement, son écu, un bouclier, sur lequel il va mettre en place son blason, c'est-à-dire quelque chose qui représente sa famille, qui peut représenter aussi son seigneur. Ça lui permet de se reconnaître sur les champs de bataille, et ouais, parce que tous les chevaliers se ressemblent à part ça, donc savoir sur qui on doit taper et sur qui on ne tape pas, bien entendu. Donc il faut assembler tout ça pour obtenir un chevalier. Mais si on est logique, le mot chevalier, ça vient aussi quand même du cheval. Le cheval, il en existe deux types pour un chevalier. Le premier, c'est finalement celui qu'on va utiliser pour se déplacer. Le palefroid. Ce palefroid, c'est généralement une jument ou ça va être un hongre, un mâle qui a été castré. C'est un cheval beaucoup plus massif que nos chevaux à notre époque, mais qui est principalement fait pour se transporter ou transporter du matériel. On peut le protéger ici avec un carapaçon, qui porte aussi des blasons. Ça, c'est tout à fait possible. Excusez-moi. Le cheval qu'on va employer au combat, c'est ce qu'on va appeler le destrier, qui est beaucoup plus massif, qui est beaucoup plus gros. Ça ressemble un petit peu à nos percherons actuels ou nos gros chevaux de trait. Ça court très vite et très fort, mais sur une toute petite distance. Par contre, c'est un cheval qui est dressé. Ce destrier, non seulement il n'a pas peur du feu, et contrairement à un cheval classique,
il piétine, c'est-à-dire qu'il va écraser ses adversaires, et il peut aussi attaquer avec une chose toute bête, ses dents. Ce destrier peut vous arracher à peu près la moitié du visage, donc automatiquement, c'est sûr que ça fait une belle arme. Ce destrier est très attaché à son maître, donc généralement c'est lui qui s'en occupe. Tout à l'heure je vous parlais du palefroid et du palefrenier, de nos jours il y a encore des palefreniers. Mais à l'époque il ne s'occupait que des chevaux de transport. Le seigneur s'occupe lui-même de son destrier, où il confie ça à la personne qu'il va finalement former. Et oui, on ne devient pas chevalier du jour au lendemain. Pour devenir chevalier, tout simplement, il faut commencer par être entraîné pendant toute votre enfance. Généralement, vous êtes confié à un autre seigneur que votre père, et c'est lui qui va faire votre éducation des armes, votre éducation religieuse, et souvent aussi finalement l'éducation des lettres avec des hommes d'église. Une fois que cet enfant, ce jeune écuyer, aura servi, aura fait un certain nombre de tâches pas très agréables, il sera devenu plus grand, et il va pouvoir devenir à son tour chevalier. Et pour ça, ça va passer par une cérémonie importante qui s'appelle l'adoubement, que nous allons voir tout de suite. Même si je n'ai pas ma célèbre Excalibur, que vous connaissez bien désormais, je vais vous expliquer comment se passe l'adoubement. Adouber, en vieux français, ça veut tout simplement dire frapper. Bon, déjà, ça vous donne une petite idée d'un moment qui va se passer à l'intérieur de cette cérémonie. Cette cérémonie, elle se fait soit face à un seigneur, qui va vous protéger, soit face à un membre de l'église qui fera de même, au fur et à mesure de la période. On voit ici un chevalier en position soumise, il est à genoux, et il tend les mains vers son seigneur pour quémander. On lui a déjà offert son épée, puisque c'est ce qu'il va recevoir pour devenir le chevalier d'un seigneur. Cette épée va être transmise d'un point de vue religieux, puisque on va faire le symbole de la croix sur sa tête et sur ses épaules avant de la lui donner. Ça lie par contrat finalement le seigneur, qui est un suzerain, avec le vassal, celui à qui il offre armement et finalement une position sociale toute nouvelle. Le document suivant, qui est d'époque, nous montre un certain nombre d'éléments importants au cours de l'adoubement. Première chose, on voit ici en bas que le seigneur lui a donné du blé qui représente un fief, donc un domaine qu'on a donné à un jeune écuyer. On distingue ensuite les mains qui sont liées pour signifier finalement l'union entre ces deux personnages. Troisième chose, un peu plus surprenante, une fois que le seigneur lui aura mis la collée, c'est-à-dire un coup derrière la tête au cours duquel l'écuyer ne doit pas réagir pour montrer sa soumission et qu'il sera obéissant à son seigneur, ils vont, et c'est ce qu'il montre avec la main ici, s'embrasser, on dit se baiser à l'époque. C'est quelque chose de très important au Moyen-Âge. Ceux qui sont en 5e 1 ou en 5e 4, vous l'avez vu à Saint-Antoine-l'Abbaye, on accorde une énorme importance à tout ce qui est l'haleine. On pense que les odeurs, finalement, montrent si on est en bonne ou en mauvaise santé. Donc quand on embrasse quelqu'un, s'il a une mauvaise haleine, ça veut dire que, en théorie, c'est un traître, un mauvais chevalier, ou quelqu'un qui va vous trahir. Et ça, c'est ce qu'on va appeler un félon. Ce chevalier, une fois qu'il a obtenu finalement ce qu'il souhaitait, il va intégrer une société relativement importante. C'est ce qu'on appelle la société féodale, qui lie tous les hommes, depuis le roi jusqu'au dernier des paysans, voire même des esclaves, puisqu'il y en a encore au Moyen-Âge. On se positionne en fonction de son influence et de ceux à qui on doit se placer comme protecteur, en fonction finalement de ce qu'on a reçu de chacun d'entre eux. Le chevalier a été finalement adoubé par un petit seigneur. Ce petit seigneur est protégé et reçu un territoire d'un grand seigneur, les comtes qui protègent les villes, les ducs, les zones de campagne, et enfin eux-mêmes sont en théorie soumis à la possibilité du roi de leur donner des ordres. Lorsque vous êtes en haut, le suzerain, vous avez un certain nombre de devoirs. Premier devoir, vous devez donner à votre vassal, votre protégé, de quoi subvenir à vos besoins, de quoi manger, c'est-à-dire donner des terres. Vous devez aussi le protéger, juger en cas de problème, mais être finalement un protecteur. A l'inverse, si vous êtes en dessous, vous êtes censé jurer fidélité, vous êtes censé intervenir aussi en cas de guerre, pour protéger votre seigneur pendant 50 jours. C'est le droit d'ost. Vous devez aussi l'aider dans les meilleures possibilités en le conseillant tout simplement dans la vie de tous les jours. Ça veut donc dire que si directement vous avez un protecteur, vous avez aussi indirectement, finalement,
un lien qui va du chevalier jusqu'au roi. Donc cette féodalité, elle lie tout le monde et elle fait en sorte qu'en théorie, dans le royaume, tout se passe bien. Même si c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais ça on en reparlera à la rentrée. Ces seigneurs, ces chevaliers, on les connaît souvent sous la forme des combats, on sait qu'ils s'entraînent beaucoup à la chasse, lors des combats, lors des tournois, on sait qu'ils vivent finalement relativement bien dans le château, avec les banquets, ils mangent beaucoup plus de viande que le commun des mortels, grâce finalement à la venaison, tout ce qu'ils ont chassé auparavant, ce qui fait que ces membres de la noblesse sont en meilleure santé et sont souvent plus grands que la moyenne. Par contre, ce qu'on connaît un petit peu moins, c'est qu'un chevalier est censé suivre un certain nombre de codes d'honneur. Il doit se battre avec équité, c'est-à-dire que si j'ai une épée et que mon adversaire n'en a pas une, je suis censé poser la mienne pour ne pas être finalement en position de force. Ils sont censés aussi protéger les plus faibles, et ils sont petit à petit censés respecter des règles qu'on va appeler l'amour courtois. Alors pour parler de l'amour courtois, on va commencer par parler de cette femme. Cette femme, elle s'appelle Aliénor d'Aquitaine. Aliénor d'Aquitaine, ça a été au Moyen-Âge l'une des femmes les plus importantes de l'histoire d'Occident. Et pourtant, si vous lisez des choses sur elle, souvent on vous en dit beaucoup d'horreur. Aliénor d'Aquitaine est présentée comme quelqu'un de cruel, comme quelqu'un d'avide, comme quelqu'un d'égoïste, de narcissique. Bref, elle aurait tous les défauts du monde. Mais n'oubliez pas un détail, l'histoire, elle est écrite par les hommes. Et au Moyen-Âge, on n'accepte pas spécialement qu'une femme veuille sortir du lot. Aliénor d'Aquitaine, c'est une femme importante, c'est quelqu'un qui a du caractère, on pourrait dire que c'est une charmante emmerdeuse, avec douceur finalement. Cette femme, elle possède un territoire gigantesque. Voici une carte de la France au Moyen-Âge, vous distinguez les frontières en bleu. À cette époque, la France, elle appartient au roi qui possède ces territoires-là, donc il n'est pas très puissant, un certain nombre de grands seigneurs, et surtout des seigneurs très très puissants. Le premier, le duc de Bretagne, le duc de Normandie qui est aussi roi d'Angleterre, le duc d'Anjou et le duc de Toulouse. Et puis au milieu, il vous reste une personnalité importante qui est le duc d'Aquitaine. Le duc d'Aquitaine, si vous regardez bien, il contrôle tout ce territoire, c'est-à-dire qu'à lui tout seul, il contrôle entre un tiers finalement et presque la moitié du territoire français. Or, le dernier duc d'Anjou, qui est l'héritier de la couronne britannique, va être intéressé par ces territoires, comme le roi de France. Et ils vont être intéressés par ces territoires. Pourquoi ? Puisque le dernier duc d'Aquitaine n'est autre qu'une duchesse, c'est notre fameuse Aliénor. Aliénor, elle règne de Poitiers, et elle va faire un très bon mariage. Dans un premier mariage, elle va épouser le roi de France. C'est pas un mariage qui va être très heureux. Aliénor, elle aime faire la fête, elle aime les arts, elle aime la culture. Son mari, il aime Dieu. Donc c'est pas un mariage qui va bien fonctionner, et en plus, Aliénor refuse finalement de se plier à l'autorité et à l'étiquette de la cour à Paris, et elle va commettre ce qui pour une femme est un énorme impair, elle ne va donner au roi de France que des filles. Or, le roi de France, il a besoin d'avoir un fils pour montrer sur le trône derrière lui. Après quelques années de mariage, tous les deux, ils vont décider de divorcer avec l'accord du pape, et Aliénor d'Aquitaine retourne sur ses territoires. L'histoire a pu se terminer tranquillement. La duchesse d'Aquitaine aurait pu rester simple reine de France, mais elle était relativement ambitieuse et surtout, je vous ai dit, pleine de caractère. Donc elle n'a rien fait de mieux que d'entreprendre, de séduire le jeune comte d'Anjou et héritier de la couronne d'Angleterre, qui s'appelait Plantagenet. Et elle va réussir à l'épouser, et elle va narguer le roi de France, puisqu'avec Plantagenet, elle va avoir un certain nombre de fils. Plantagenet, c'est à cette époque le grand rival du roi de France. Donc finalement, c'était une énorme crise qui s'est mise en place, puisque du jour au lendemain, le jeune Plantagenet, devenu aussi roi d'Angleterre, prenait la tête aussi de tout le duché d'Aquitaine. C'est-à-dire qu'il devenait le seigneur le plus puissant du monde. Là encore, les rapports entre les deux époux vont mal se terminer, et Aliénor d'Aquitaine va pousser ses fils à se rebeller contre leur père. Vous connaissez certains de ses fils, vous avez tous entendu parler de Robin des Bois. Dans Robin des Bois, il y a deux des fils d'Aliénor d'Aquitaine. Le premier, c'est Richard Cœur de Lion, et le petit deuxième, Jean Santerre, qui seront deux rois d'Angleterre. Aliénor d'Aquitaine, c'est une femme relativement exceptionnelle qui, même sur la fin de sa vie,
va décider, alors qu'elle est très très vieille, de quitter Poitiers pour aller chercher sa petite fille à Madrid et la ramener à Paris pour pouvoir la donner en mariage au roi de France. Peu de temps après, elle va décéder. Elle va laisser finalement, pour certains, un mauvais souvenir, mais ne serait-ce que pour la culture, elle donne énormément, finalement, de travail pour les historiens. Aliénor d'Aquitaine, elle va donner naissance, ou elle va diffuser ce modèle de l'amour courtois. Alors l'amour courtois, c'est l'idée que un chevalier doit séduire une femme, mais sans jamais de rapport physique. Ça s'appelle l'amour courtois, ça peut s'appeler le fol amour, et finalement c'est un amour courtois qui vient de la courtoisie, c'est-à-dire qu'il doit la respecter, il doit voir en elle finalement un idéal tel que la Vierge Marie. Ce chevalier, pour la séduire, il va faire en sorte qu'il réalise un certain nombre de quêtes. C'est à cette époque qu'on va voir apparaître finalement la quête du Graal ou la volonté d'aller tuer les dragons. Ces femmes, au sein finalement de la noblesse, prennent un statut un petit peu particulier, elles sont idéalisées. On parle de cours d'amour, et les femmes doivent être séduites lors de concours de poésie, de concours artistiques, ce qui explique que nos chevaliers, finalement, c'est pas simplement des brutes de combat, c'est aussi des poètes, c'est aussi des musiciens, c'est ce qu'on va appeler des trouvères dans le nord du royaume de France, ou des troubadours dans le sud du royaume, des hommes qui doivent être capables de chanter un amour idéalisé pour ces femmes. Cet amour courtois va se diffuser et donner un statut à des femmes qui n'en avaient pas jusqu'à présent. Vous avez ici une tapisserie qu'on trouve à Paris, qui est intitulée La Dame à la licorne. Et ici, on voit justement cette jeune femme, cet amour idéalisé, entourée par différents symboles. Là encore, l'héraldique doit donner un message. Cette femme, ici, on voit qu'elle est accompagnée d'un chien, symbole de fidélité. On voit qu'elle est accompagnée d'une licorne, symbole de la pureté. Quelque chose d'assez important à cette époque. Et elle est aussi accompagnée du lion, symbole du courage, puisque tout simplement, il faut être courageux pour pouvoir l'aimer, et même elle, c'est une femme qui est censée avoir beaucoup de courage, beaucoup de trempe, une femme importante pour le Moyen-Âge.